Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième rencontre de notre chronique, oui, hebdomadaire. Si tu le vis, c'est humain, c'est tout. Toujours un grand plaisir de co-animer cette rencontre hebdomadaire avec M. Michel Langelier, intervenant psychosocial au programme des proches aidants du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Alors, tout d'abord, bonjour M. Michel. Bonjour, M. Mirko. Content d'être au rendez-vous encore une fois. Toujours un grand plaisir de travailler avec vous. Donc, cette semaine, on voulait débuter peut-être en rappelant nécessairement l'importance de certains services qui sont toujours Oui, offerts au Centre Action bénévole. c'est un rappel, mais je pense que c'est important de le rappeler. Ce qui inquiète beaucoup les personnes âgées, souvent, c'est la popote roulante. Pour le moment, on a des bénévoles, on a des traiteurs. Tout se fait de façon régulière. Comme d'habitude, il n'y a aucun changement. On offre aussi des plats givrés, c'est-à-dire c'est des plats qui ont été faits par un traiteur, qui sont gelés, mais sont tous séparés. Habituellement, on les vendait, les gens venaient les chercher au centre d'action bénévole. Mais là, comme souvent, les gens 70 ans et plus, on a des bénévoles pour aller les livrer, ces plats-là. Les gens peuvent nous appeler, on leur fait leur offre, notre menu, puis ils peuvent choisir. Mais ça, les plats givrés, c'est aussi pour les proches aidants. C'est important de le dire parce que souvent, comme exemple, j'avais des gens qui venaient ici, ben, je m'en vais en vacances, je veux m'assurer que mon papa a des repas. Fait que le proche aidant venait chercher les plats givrés ici. Mais souvent, les proches aidants ils ont 70 ans et plus. Fait que on peut, encore une fois, livrer à la maison. Vous nous appelez au centre d'action bénévole et on a des bénévoles qui vont se faire un plaisir de livrer ça à votre domicile. C'est vraiment important de ne pas oublier nos proches aidants dans tout ça. On va revenir un petit peu après. Au niveau de l'accompagnement médical, même chose, les services sont maintenus, on a des bénévoles. Par contre, on n'en a plus beaucoup, hein, parce que les hôpitaux, les cliniques ont diminué beaucoup les rendez-vous, mais si on déconfine tranquillement et que ça se peut que la demande de transport va revenir un petit peu plus fort, mais on a ce qu'il faut pour répondre à ce besoin. On a aussi développé, ça c'est des nouveaux services qui ont été développés au cours de la période COVID, des téléphones sécurisants, c'est-à-dire qui sont faits par des bénévoles, parce que nos bénévoles de 70 ans et plus se retrouvent à être chez eux, à être confinés. Fait que sont habitués, eux autres, de faire leur part, de participer à ce qui se passe au niveau de notre société. Fait qu'il y a quelqu'un ici qui a eu l'idée de jumeler un bénévole avec un bénéficiaire pour faire des petits téléphones, pour jaser, prendre des nouvelles, tout ça. Fait qu'ils les bénévoles ont 2-3 personnes qui appellent régulièrement. Mais ce qui est intéressant de ça aussi, c'est que souvent, ils développent un petit lien avec le temps. Et là, j'ai un exemple. J'ai eu une bénévole qui m'a appelé pour me dire, Michel, pour la confidentialité, je vais dire il, mais ça peut être elle. Il vit des choses difficiles en ce moment. Il a perdu quelqu'un autour de lui. Je suis un peu inquiet. J'ai dit excellent. Moi, j'ai pris, comme je suis intervenant au Centre d'action bénévole, j'ai rappelé cette personne-là pour, pour vraiment jaser, pour mieux intervenir avec elle, pour l'aider dans sa problématique à elle. Et depuis ce temps-là, c'est moi qui ai pris la relève un petit peu pour faire un suivi téléphonique avec elle. Fait que c'est ça de bien. Nos bénévoles deviennent comme des yeux aussi pour repérer un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est excellent. Et on offre aussi le service psychosocial par téléphone, bien sûr, on n'a pas le choix pour le moment. Ça veut dire si des gens vivent de la détresse, de l'anxiété, des états dépressifs, troubles familiaux, violences conjugales, tout ce qu'un être humain peut vivre, il peut nous appeler, on peut intervenir avec, on peut commencer avec eux, un suivi au téléphone. Même chose en ce qui me concerne au niveau des proches aidants. C'est sûr que moi, j'appelle les proches aidants qui sont en suivi avec moi ou que j'ai des contacts. Mais si vous êtes un proche aidant, puis vous voulez commencer un suivi, vous en avez besoin. Un suivi, on va enlever le gros mot suivi, là, ça fait trop officiel. Mais si vous avez besoin qu'on jase, qu'on parle un peu de ce que vous vivez, c'est possible qu'on commence un suivi ou par téléphone dès maintenant. Fait que ceux qui vivent des difficultés par rapport dans leur rôle de proche aidant, épuisé, tout ça, et Dieu sait, euh, sont les bienvenus de nous appeler. Parce que pour le proche aidant, ce qui n'est pas évident, pour le proche aidant et le malade, dans le fond, on fait face à deux réalités qui, moi, c'est pas évident pour personne dans tout ça. Tu as le proche aidant avec la personne qui est malade à la maison.
tu as le proche aidant avec la personne malade qui est en institution. C'est deux opposés dans le sens que le proche aidant avec la personne malade à la maison est toujours 24 heures sur 24 avec la personne malade. Avant le COVID, souvent, cette personne-là pouvait sortir, aller faire des marches, aller à l'épicerie. Là, elle ne peut plus faire ça. Fait qu'elle est toujours en contact direct avec la personne malade. Puis la personne malade, bien qu'elle peut avoir des troubles cognitifs, des fois sortait dehors, prendre l'air, faisait quand même des activités. Mais là, bon, tout le monde est un petit peu sur qu'est-ce que je peux faire ou pas. Fait qu'il y a une dynamique qui s'installe qui est quand même assez, qui peut être difficile à gérer quelquefois. Puis à l'inverse, les malades qui sont en institution, une nouvelle. Tu ne peux plus parler à ta personne. Oui, tu pourrais parler, mais si la personne a des troubles sévères, cognitifs, Alzheimer, le contact au téléphone, hein, il n'est pas vraiment satisfaisant de part et d'autre. Fait que c'est vraiment deux réalités que nos proches aidants vivent présentement. Et je veux juste leur dire que si vous avez besoin d'en parler, on sait que c'est pas évident tout ce qui se passe. Ne pas se gêner de nous appeler. Parce que des fois, on pense qu'on dérange. Hein? Ça, j'entends tout ça. Ah, vous en avez des pires, il y a tellement pire que nous. Moi, c'est pas comme ça que je pense. Si toi, tu vis, tu sais, le titre de notre chronique, si tu le vis, c'est humain, c'est tout. Fait que si tu vis des frustrations, de la fatigue, peu importe ce que tu peux vivre par rapport à ta situation de proche aidant, n'hésitez pas à nous appeler. Ça, c'est important. Au 418-689-6023. Ça, c'est le numéro du Centre d'action bénévole. Et ce qui m'amène à parler du confinement en général. Le confinement en général, souvent, tu as le père, la mère ou le père, bon, on ne va pas dans toutes les couples possibles, avec des enfants qui vivent sous un même toit depuis 4 semaines. Parce que des fois, le père ne travaille plus non plus parce qu'il ne peut pas, la mère et 4 enfants. Je vais aller dans un exemple. Ça se peut-tu qu'il y a des petits conflits qui émergent de tout ça? Fait que c'est là l'idée aujourd'hui et je suis content de pouvoir vous présenter. On a une invitée aujourd'hui qui va venir un peu parler des conflits. Les conflits qu'on peut avoir mère, c'est-à-dire conjoint, entre conjoints, parents-enfants, et toutes sortes d'autres de conflits. On peut avoir des conflits avec sa sœur, bon, tout ça. Et des conflits qu'on peut avoir intérieurs par rapport à être proche aidant. Fait que c'est avec plaisir que je vous présente Hélène Vendette. Elle est directrice générale de la maison Blanche-Morin, mais elle ne vient pas ici à titre de... Elle n'est pas avec nous aujourd'hui à titre de directrice de la maison Blanche-Morin, qui, soit dit en passant, je tiens à le préciser, qui est une maison d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Elle vient surtout aujourd'hui en tant qu'être humain et ancienne proche aidante aussi. Puis bien sûr que ces petites connaissances, on va les intégrer dans son discours. Alors, Mirko, je te lance, c'est à toi maintenant, si tu es d'accord, pour parler avec Mme Hélène Vendette. Donc, bonjour, Madame Hélène Vendette. Vous allez bien, oui? Oui, merci, je vais très bien. Je voudrais vous remercier d'entrée de jeu, Mirko, et remercier Michel d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. C'est un honneur. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vos auditrices et vos auditeurs seront satisfaits de ma prestation, puis peut-être prendre des petits trucs. Des fois, ça aide. Mais je n'ai pas la vérité absolue, je vous avertis. On est très heureux que vous soyez présent avec nous pour cette rencontre de cette semaine. Comme le disait si bien M. Michel tout à l'heure en introduction, on va parler naturellement de conflits. Conflits en situation de confinement, bien sûr. Et abordons en tout premier lieu en ce qui concerne les parents et les enfants. Là, il ne faut vraiment pas se le cacher. Là. Ça fait quelques semaines que les enfants sont à la maison. On se lève avec eux, on vit avec eux toute la journée, on se couche le soir en leur parlant et on passe la nuit. C'est du 24 sur 24 depuis au-delà de 5 semaines. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu normal que parfois il y ait quelques petites frictions? Merci de le nommer d'entrée de jeu. Là. Je veux seulement, avant d'aborder de front là, les ados parents, je veux seulement apporter des petites précisions concernant le conflit comme tel, ou on peut appeler ça une chicane, une dispute, mais on va s'en tenir au terme conflit. Un conflit,
c'est tout à fait normal et c'est inévitable. Si vous n'avez pas de conflit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, en fait, c'est qu'on va essayer d'éviter le conflit. S'il n'y en a pas, fait que tôt ou tard, ça va éclater. Donc, un conflit, c'est tout à fait normal. Et c'est même sain, à la limite. On règle des choses, on éclaircit des choses, on s'affirme, les autres s'affirment. Donc, un conflit, en partant, c'est sain. Je veux par contre dire que si le fameux conflit finit pas par se régler, si on sent que notre sécurité mentale ou physique est menacée, même notre vie, là, c'est plus un conflit. On est ailleurs. Donc, nous, on va rester dans le conflit, là. Rassurez-vous, c'est normal d'avoir des conflits. Puis c'est quoi un conflit? Je veux dire, ça aussi, c'est important de le nommer avant de parler des ados et des parents. Un conflit, c'est souvent un désaccord, des peurs qui ne sont pas exprimées, des vérités qui ne sont pas dites, quand on parle de conflit entre deux personnes toujours. Et ça, bon, on s'entend-tu justement que confiné, là, 24 heures sur 24, à un moment donné, tu n'as plus le goût de te parler, tu n'as plus le goût de te voir. Donc, le conflit, souvent, ça part de là. On ne dit pas les choses ou on nomme pas les choses, on a des peurs, on développe des peurs, on les exprime pas, il y a des choses qu'on voudrait dire qu'on n'ose pas dire. C'est souvent là que ça part. Et là, j'arrive avec les ados ou les enfants, tout simplement. Ce qui revient le plus souvent, en tout cas, en discutant, il y a souvent des parents qui vont me dire « Hey, là, je t'ai écœurée. » Il est tout le temps sur ses jeux. J'évite de sacrer parce qu'il y en a beaucoup hein, qui... C'est de jeu. Il foutait rien avant, mais là, je te dis qu'il fout encore moins rien. Hein? Souvent, ça, là, c'est une source de conflit. Il n'arrange pas sa chambre, fait pas son ménage, fait rien que jouer au jeu. Bon. Moi, je vais vous dire, là, ado égale négo. Attachez votre sucre, vous allez faire de la politique de haute voltige. Et souvent, ben, ça marche. Et je m'explique. Puis là, coupez-moi, hein, parce que moi, je pars, là. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Ou si je prends trop de temps, ben, arrêtez-moi. Mais je m'étais justement dit, bon, ça serait peut-être important d'en parler. Les ados, là, c'est sûr qu'un ado, en partant, ils sont dans un bout d'affirmation de soi, de contestation de l'autorité. Et là, ben, en étant confinés, je veux dire, là, ils ont tous le loisir de vous confronter, mes chers parents, c'est de toute beauté. Puis, souvent, le conflit va naître de la réaction du parent. Hein? C'est l'engueulade, c'est les accusations. Il avait raison, là. Je veux dire, puis là, je veux que ce soit clair aussi, là. Encore là, l'adolescence, c'est une période difficile en partant. Fait que là, imaginez-vous en confinement, c'est x100. Donc, des fois, des petits trucs là, de négo. Premièrement, soyez prêts à donner, OK? Faites-vous un budget d'heures de jeu, là. Si vous y autorisiez, je dis 4 heures, là, peut-être qu'il y en a qui vont veiller étaient généreuses. Bon, mais écoutez, ils n'ont rien à faire. Si vous aviez mis dans la tête que, bon, moi, là, c'est 1 heure par jour, puis ça s'arrête là, puis nanana, bon. Soyez flexible, faites-vous une banque à donner, hein, je veux dire, c'est ça la négociation. Et souvent aussi, ce qui est intéressant, c'est de leur offrir, il faut que vous ayez une offre, là. Tu joues aux jeux vidéo ou tu fais le ménage à ta chambre. Qu'est-ce qui va prendre entre les deux, là? Ben, hein, moi, je prendrais le jeu vidéo. Ayez une offre intéressante. Exemple, écoute, là, tu lâches ton jeu, tu viens m'aider dehors une demi-heure, tu pourras jouer 2 heures de plus ou 1 heure de plus. Mes exemples, des fois, sont au niveau du temps, là, bon, je suis pas une amatrice de jeux vidéo, mais bon, je sais pas, bon, si le jeune joue aux jeux vidéo, ça peut prendre 2 heures, 3 heures. Ayez un petit lousse là-dedans, là, puis dans vos négos, là, soyez original aussi, ayez des offres intéressantes. Ça marche. Puis souvent aussi,
Ben, c'est d'en parler, hein. Je veux dire, ça, on s'en sort pas, la communication, là, puis faites-les parler, vos gens. C'est sûr que c'est pas trop facile. Puis, vous savez, les tâches plates, là, ils les faisaient pas avant, là. Fait que je suis pas sûre qu'ils vont y faire plus, là. Mais tu sais, peut-être attacher un petit salaire avec ça, hein? Je sais pas, une petite négo d'acheter quelque chose. Puis c'est pas du marchandage malhonnête, là. C'est vraiment d'établir la communication avec votre jeune, avec vos enfants. Là, je parle pas des enfants de 5 ans, là. Mais je veux dire, un ado, c'est souvent quand il y a un petit, on va dire un petit nanan au bout, c'est plus intéressant, mais il y a un apprentissage qui se fait là-dedans aussi. Donc, je vous donnerais peut-être ces petits trucs-là, la flexibilité, la communication, la souplesse, puis la compréhension de vos ados. Un ado, c'est un ado. Les parents, c'est leur sécurité. C'est avec vous là, qui font leurs premières armes pour négocier eux autres mêmes dans leur propre vie plus tard. Là, je m'essaye avec papa, ça marche pas, on va aller m'essayer avec maman. Bon, aussi, les parents, des fois, ça peut être difficile entre les deux parents. Il y en a un qui est plus fatigué que l'autre, fait qu'il va dire, regarde, ah ouais, mais l'autre vient de dire non. Allô, le beau conflit, là aussi. Mais j'ai pas la vérité absolue non plus. Absolument pas. Mais je pense que c'est des fois des petits trucs qui sont très aidants. Très aidants. Je vais peut-être prendre comme exemple la gestion. Là. Prenons une corde là, qui entoure les règlements de la maison pour prendre un langage simple. Là. Au lieu de faire la gestion de la corde, si je comprends bien, on y va plus avec la gestion avec un élastique. Et de prôner l'écoute beaucoup. Hein. La communication est la base. C'est sûr que tout le monde est en confinement. On vit quelque chose qui n'a jamais été vécu jusqu'à maintenant, de mémoire d'homme du moins. Donc, veut pas, à des choses exceptionnelles, il faut au moins avoir une écoute exceptionnelle. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est de là que ça part, l'écoute, la communication, s'exprimer. Puis, je ne l'ai pas dit, souvent, bon, s'exprimer en jeu, de ne pas accuser l'autre. Des fois, là, ça part vite. Là. Hey, là, je suis écœurée de ta chambre, puis nanana, tu fais rien, puis tu. Bon. C'est normal là, que, je veux dire, à un moment donné, la marmite saute, là, puis il n'y a pas de recette magique toute faite. Mais comme vous dites, l'écoute, la communication, puis j'aime bien votre élastique. Là. Hein? Ça illustre parfaitement. On étire un petit peu. Hélène, si tu permets, on parle de parler au jeu. Moi, j'ai déjà vécu un conflit avec quelqu'un, puis au lieu de l'accuser, comme tu viens de dire, je lui ai dit, quand tu m'as dit telle chose, je me suis senti comme ça. Voilà. J'ai ressenti telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Tout de suite, la personne m'a dit, ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Là, il y a eu un échange positif, puis notre lien a pris de la force. Parce que j'ai parlé de moi, comment je me sentais. Fait que pour faire un petit lien avec ce que tu disais, quand vous parlez à votre ado ou à la personne avec qui il y a un conflit, parlez de vous, de ce que vous vivez à la personne concernée. Puis peut-être qu'elle va vous dire, ben mon Dieu, je pensais pas que tu l'avais reçu comme ça, c'est pas ça que je voulais dire, tout ça. Mais il y a un échange positif qui se fait avec ça. On appelle ça la communication, mais pas au jeu, de parler de soi, de ce qu'on ressent, de ses frustrations, de ses joies, de ses colères. Voilà, je me retire un petit peu. C'est exactement ça. Puis, des fois, dans le feu de l'action, ça sort tout croche, mais de se ramener à nommer ce qu'on ressent, effectivement, c'est beaucoup mieux que d'accuser l'autre, mais quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça, c'est excellent. Puis, d'éviter le doigt en l'air. Ben, tu parlais de lien, Michel, puis peut-être que je devance un peu, là, mais bon, dans un conflit, il faut toujours prendre en considération le lien qu'on a avec les personnes parce que faut choisir nos combats, OK? Si je m'en vais chez IGA, puis je dépasse la madame en avant de moi, puis que là, elle n'est pas contente, puis qu'elle se met à m'engueuler, bon, oui, elle a raison, là, j'aurais peut-être pas dû dépasser,
Mais bon, est-ce que je vais investir 3 heures là, à gérer ce conflit-là ou je vais tout simplement m'excuser puis m'en aller, là? J'ai pas de lien avec cette personne-là. Mais quand tu as un conflit avec ton ado ou ta conjointe, ton conjoint en confinement, on s'entend-tu que le lien n'est pas le même? Fait que c'est important d'accorder vraiment une attention au lien qu'on a avec la personne ici, puis d'en prendre soin de ce lien-là dans le conflit. Justement, en abordant les situations de conflit qu'il peut y avoir directement avec notre conjoint, abordons ce sujet-là précisément. Avec le conjoint, est-ce que c'est supposé être plus facile parce que c'est un adulte? Mon Dieu! Non, justement. Le confinement apporte son lot, je vais dire, d'inconvénients. Et je veux dire, bon, de s'immiscer dans des contextes de couple, bon, c'est pas tout le monde qui est pareil, là. Mais je veux dire, prenons un couple relativement sain, avec ses hauts et ses bas, là. Je veux dire, il faut faire aussi, comme je disais d'entrée de jeu, la différence entre un conflit puis de la violence. C'est sûr que moi, c'est mon domaine. Et les gens, souvent, vont dire, ben il m'a sacré après, puis il a crié, puis il a monté le ton, il est en colère ou est en colère, OK? Ça se peut que tu sacres, puis ça se peut que tu dises des choses désagréables, puis qui dépassent ta pensée. Mais n'oubliez pas que l'important dans un conflit, c'est l'issue de ce conflit. Hein? Puis je ne sais pas si je l'ai dit d'entrée de jeu encore là, mais oui, on peut avoir des comportements violents dans un conflit, mais ça ne veut pas dire que c'est de la violence. Et encore plus entre deux conjoints, conjointes, bon, on se permet plus. Puis là, la négociation, tantôt, Mirko, l'élastique, là, ça se peut qu'il pète à un moment donné. Encore là, un petit truc, la communication, on s'en sort pas. Ça, c'est bien, bien important. Puis d'essayer de comprendre qu'avec un adulte, c'est peut-être un peu plus c'est peut-être un peu plus facile dans le sens qu'on peut parler, on peut aller plus loin approfondir plus le sujet, mais comprendre la peur de l'autre, là. Je veux dire, il y a des conflits, des fois, c'est pas rien que des fois. Souvent, ça part de rien. C'est même pas profond, là. Je veux dire, le conflit, des fois, on est fatigué, puis bon, il me tombe ses nerfs avec son hockey. Ça fait 4 fois qu'il écoute la même game. Moi, je suis écœurée de l'entendre. Il la met forte, la télévision, puis je suis écœurée, puis j'y donne ça. Bon, c'est niaiseux, mais ça part de là. Et là, ça s'approfondit parce qu'il y a d'autres choses qui sortent pendant qu'on s'engueule, on va le dire comme ça. Mais l'écoute, la communication, puis des fois, là, de se retirer temporairement. Si on ne peut pas aller prendre une marche, bon, si notre condition physique, là, je sais que c'est le confinement, bon, si tu ne peux pas aller prendre une marche, va-t'en dans une autre pièce, décompresse, baisse la pression, tu pourrais dire des choses que tu vas regretter, tu pourrais mal les dire. Des fois, là, de sortir un petit peu, ça peut aider énormément. Aller prendre de l'air, c'est merveilleux aussi. Mais, il faut que ça se règle. On le sait. Puis normalement, un conflit, ça se règle à 90% du temps. Si ça ne se règle pas, on n'est peut-être pas dans le conflit. On est peut-être ailleurs. J'espère que je réponds à votre question. Lorsqu'on vit justement un dérapage, est-ce que le pardon est une notion qu'on peut aborder en toute sagesse et de se donner ce droit-là? Est-ce que ça s'applique à la situation dont on discute en ce moment? Mon cher Mirko, je parlerais 100 heures avec vous. La notion du pardon, je pourrais faire 4 émissions là-dessus. Moi, le mot pardon, j'ai ma position là-dessus. Je vais dire faire la paix, OK? Je décide de faire la paix avec l'autre ou de faire la paix avec moi-même, OK? Des fois, pardonner, c'est un peu comme dire je me nie là-dedans, hein? Je nie mes propres besoins, je passe l'éponge, je pardonne. Des fois, des fois, ça peut laisser sous-entendre que, OK, j'abandonne, j'abdique, je lance la serviette, drapeau blanc, ça vient de finir. Faire la paix, oui, ça peut être
ça peut être, moi, en tout cas, je pense que je me suis sauvé la peau bien souvent en disant, écoute, OK, puis d'avouer c'est tort, là. Ça, c'est essentiel, là. Je veux dire, quand on a tort, mais des fois, ça sert-tu à quelque chose d'aller plus loin, puis d'approfondir, puis de taper sur le clou quand on dit, OK, on arrête ça là, on fait la paix. C'était niaiseux, là. Écoute, là, ta game de hockey, puis moi, m'en aller faire d'autres choses en haut, là, tu sais. Bon, oui, vous avez tout à fait raison. Ça, là, c'est bien important. Bien important d'être capable de faire ça. Parfois, on sous-estime le courage qu'il peut y avoir derrière la demande du pardon. Effectivement, effectivement. De s'excuser, de dire je me suis trompée, de dire j'étais dans l'erreur, puis que l'autre accepte, oui, j'accepte tes excuses, puis c'est merveilleux, là. Je veux dire, on se souhaite tous et toutes ça, là. Puis, vous savez, ça me permet d'aborder la notion de conflit intérieur, de faire la paix avec soi-même. Ouf, ça aussi, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport au conflit entre deux personnes. Avant peut-être d'aborder le conflit intérieur, ça va me faire plaisir d'y répondre, là. Allons-y pour les conflits intérieurs, là. Je crois que c'est un sujet qui s'associe beaucoup au proche aidant, c'est bien ça? Mais vraiment. Moi, je l'ai été pendant des années. Ma mère est décédée. Fait que je vais sûrement me servir de cet exemple-là parce que je pense que je suis en position de dire que je sais de quoi je parle. Et j'ai vécu à peu près tous les stades avec ma mère, là. Elle a vécu toute seule. Elle était très autonome. À un moment donné, elle est venue vivre chez moi. Puis à un moment donné, elle était en institution. Au privé, au public. Je les ai toutes faites, les étapes, là. Mais je pourrais même dire que dès l'âge de 13 ans, je suis devenue la mère de ma mère. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. La parentification, souvent, ça va faire partie de ce qu'on devient plus tard comme proche aidante ou proche aidant. Puis le conflit intérieur, d'où ça part, ça, ce fameux conflit intérieur? C'est souvent deux valeurs auxquelles on tient qui se confrontent. Et là, on vit un méchant conflit intérieur. Je vous donne un exemple. Moi, ma mère était très autonome, était dans son chez-eux. S'il avait fallu que je vive le confinement pendant que ma mère était vivante, je ne sais pas si moi j'aurais survécu. Exemple, je tiens à ce que ma mère garde son autonomie, c'est très important pour elle, mais en même temps, je veux que ma mère ne soit pas exposée au virus. Il faut qu'on respecte les normes qu'on nous demande en bonne citoyenne que nous sommes. Donc, ma valeur d'obéissance, de bonne citoyenne, mais ma valeur aussi de fille qui tient à ce que sa mère reste en forme, les deux se confrontent. Qu'est-ce que je fais, là? Je fais quoi, là? Ça, là, puis là, la culpabilité en bas. Et bien souvent, les personnes proches aidantes, ils vont s'isoler avec ça. Ces personnes-là, là, ils n'en parlent pas beaucoup de ce qu'ils vivent comme proches aidantes, là. Ces personnes-là, on les entend presque pas. Et c'est toujours d'en faire plus, puis d'en faire plus, puis d'en faire plus. Ils n'en font jamais assez. Ça, là. Et là, les conflits intérieurs, je vous nomme celui-là, là, mais il y en a une tonne, une peste. Imaginez, moi, je me souviens très bien, ma mère, quand elle était, je vais dire, au 4e ici au CHSLD à l'hôpital, quand il y avait les fameuses épidémies de gastro, là, ils fermaient le 4 au complet, là. C'est un peu comme ce qu'on vit présentement. À moins long terme, évidemment, ça fermait pour 2 semaines. Mais moi, là, je faisais le lavage à ma mère. J'y allais à tous les jours. Imaginez-vous, là, tu peux plus y aller pantoute, paf, c'est fini. Les personnes proches aidantes, là, qui là, ça fait 5 semaines puis 6 semaines, qui n'ont pas accès à leurs parents, je vais dire leurs parents, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Imaginez-vous, là, la culpabilité, là, puis l'impuissance, le sentiment d'impuissance, on ne peut pas rien faire. Allô, les conflits intérieurs. Là, et écoutez, de partager ça avec d'autres personnes, moi, chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, j'avais toujours l'impression de me plaindre. C'est bon, elle se plaint encore, là, sa mère, bon.
N'oubliez pas que c'est culturel beaucoup, cela. Les personnes proches aidantes, là, moi, je me souviens, on a gardé ma mère, ma grand-mère, qui était la mère de ma mère. J'ai été élevée avec elle. Là. Ça fait partie de nos cellules, ça, les Québécois. Bien souvent, de génération en génération, on s'occupe des parents. C'est transmis, cela, là. Mais je veux dire, t'as beau être une femme moderne et libérée, là, mais c'est dans toi, cela, là. Tu peux pas concevoir de pas prendre soin de ta mère. Quand tu as vu ta mère prendre soin de la sienne toute sa vie, il y en a combien de personnes qui sont arrangées de même? Puis souvent, dans une famille, les autres enfants, puis c'est pas un blâme, mais je veux dire, il y a toujours une personne qui va hériter un peu plus des tâches. Je dis des tâches, mais c'est pas des tâches pour nous quand on le fait, mais puis tu sais, de déléguer, là, oh, pas facile ça non plus. Moi, là, quand mon frère est en vacances, il disait OK, la sœur, tu te reposes. Moi, je prends la relève. Et que ça me tombait ses nerfs. J'avais donc l'impression qu'il faisait pas les affaires comme que moi j'ai fait. Apprendre à déléguer pour les personnes proches aidantes, c'est tout un travail, mais ça peut être très bénéfique aussi. Voilà le genre de situation que lorsqu'on perd le contrôle, on peut vraiment tomber dans une situation terriblement angoissante et là, le sommeil finit par disparaître, puis là, on tombe dans un cercle perpétuel et vicieux. Là. Absolument. Et c'est notre propre santé mentale et physique qui en prend un coup. Puis, moi, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit cette phrase-là, puis ça m'a toujours resté. La personne me dit, oui, c'est beau, Hélène, tu te dévoues, tu t'investis, mais si tu perds ta santé physique et mentale, tu ne pourras plus l'aider, ta mère. Là, ça m'a fait, ouais, je suis peut-être mieux de prendre un petit peu plus soin de moi. Mais c'est difficile. Ça, je le comprends. Je le comprends tellement. Mais à un moment donné, il faut y arriver. Puis, il faut parler aux bonnes personnes. Va pas te confier à ta belle-sœur, là, qui te parle de ses maladies. À chaque fois que tu l'appelles, là, c'est pas la bonne personne. Appelez Michel au Centre d'action bénévole. Mais entourez-vous de personnes positives, puis de personnes là, qui vont vous donner une petite tape dans le dos parce que ça fait du bien. Même si on a de la misère à l'accepter, là, parce que pour nous autres, c'est tout à fait normal ce qu'on fait, mais une personne qui va vous encourager, puis il y a de l'aide professionnelle aussi, mais avant d'en arriver là, il y a d'autres sources d'aide qui sont là pour les personnes proches aidantes. Il y en a, puis ayez pas peur. Je veux dire, ayez pas honte non plus. Mon Dieu, c'est tellement, mais c'est tellement un investissement d'aider quelqu'un. Puis là, moi, je parle de ma mère, mais je me mets à la place des parents qui ont des enfants avec des déficiences intellectuelles ou des maladies chroniques physiques. Ils peuvent même pas communiquer, là, verbalement. Ça aussi, là, je veux dire, c'est très lourd, là. Très, très lourd. En allant tranquillement, pas vite, vers déjà la conclusion de notre intervention de cette semaine, je serais porté à lancer, je vais utiliser le terme parce qu'on l'utilise déjà, moi puis Michel, de se lancer la balle. Je lancerai la balle à M. Michel dans le sens où je crois que ce qu'il faut retenir de la chronique de cette semaine, c'est vraiment l'écoute et d'utiliser les bons outils pour se donner une chance de pouvoir bien gérer les diverses situations dont on vient tout juste de discuter les trois ensemble. Oui, puis, tu sais, Hélène nous a proposé des petites stratégies. Il ne faut pas viser la perfection dans notre façon de faire ces stratégies-là. J'aurais le goût de dire ça parce que perfectionniste comme je suis, moi, je veux tout réussir d'un coup, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. D'essayer. Mais déjà, dès qu'on essaie quelque chose, j'ai comme l'impression qu'on est plus actif, on est moins comme victime, je le mets en guillemets, ce mot-là. Quand on est dans l'action d'essayer quelque chose, on est dans l'espoir aussi. Fait que je pense que tout ce qu'Hélène nous a proposé ce matin, d'essayer d'en choisir quelques-unes, celles qui nous ressemblent, pour mettre en pratique tranquillement. On veut juste, comme je reviens avec ma phrase, le bonheur est dans le soulagement. Si on peut améliorer sa situation marche par marche, tranquillement, on est déjà dans l'espoir et dans un certain bien. Et je veux remercier Hélène d'avoir participé avec toute sa générosité pour notre chronique. On l'apprécie beaucoup, chère Hélène. Merci de tout cœur. Je veux vous remercier, Mirko et Michel, de m'avoir reçu. Ça m'a fait extrêmement plaisir. À bientôt, ma chère. Merci. Merci.
Donc, Mirko, ben, si tu permets, pour terminer, on peut déjà annoncer notre prochaine chronique la semaine prochaine. C'est parti rapidement de... Moi, j'ai une collègue qui s'appelle Cindy Langlois, qui travaille avec les personnes âgées. Elle, c'est une travailleuse de milieu. Elle parle avec les gens, elle allait les voir, mais là, bon, elle leur parle beaucoup au téléphone. Puis à un moment donné, je l'entends dire, ben oui, vous avez le droit d'aller sur votre galerie. Je dis rien. Le lendemain, je l'entends dire, ben oui, vous pouvez aller faire votre lavage ou ça. Ça nous amenait à discuter ensemble sur c'est quoi que les personnes âgées ont le droit de faire dans tout ça. Il y en a, on a souvent dit au départ, les personnes âgées n'écoutent pas. Mais il y en a qui écoutent beaucoup et qui en font plus que ce qu'on leur que la réalité. Ils s'imposent des choses parce qu'ils ont peur, ils entendent des choses. Fait que Cindy, elle va faire un tour, elle va aller vérifier plein d'informations, on va parler entre autres aux policiers. Quand on va se voir lundi prochain, où on en est lundi prochain par rapport aux mesures de confinement qui concernent les personnes âgées. Ça va peut-être donner, ça va être l'information qui va être pertinente pour ces personnes. C'est un peu ça qu'on va jaser la semaine prochaine. Donc voilà qui conclut notre deuxième émission chronique « Si tu le vis, c'est humain, c'est tout ». Un grand merci à M. Langelier et Mme Vendette. Un grand plaisir de collaborer avec vous et puis au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Merci Mirko. Bye bye. Bye tout le monde.